Chez les tout petits enfants, notamment ceux qui sont avant l'école primaire, la capacité à exprimer son anxiété, ses émotions au sens large est parfois limitée. Du coup, les troubles du comportement seront mis en avant. C'est des enfants qui vont changer leur manière de se comporter au quotidien, qui vont pouvoir avoir une modification de leur manière de manger, des difficultés à s'endormir, parfois une agitation qui est plus importante et une demande d'attention des parents. On peut aussi voir des enfants qui vont avoir une anxiété qui va être liée à la fréquentation de lieux très fréquentés, justement avec du monde et la possibilité de se contaminer, des enfants qui vont appréhender le fait de rentrer en contact avec leurs grands-parents, notamment de peur d'être particulièrement vecteurs de la maladie. Chez les plus grands enfants, il peut y avoir des manifestations qui sont assez variables, avec à la fois des enfants qui vont se replier, avoir une tristesse importante, être extrêmement anxieux vis-à-vis à la fois des éléments du Covid, mais aussi de l'impact sur la situation familiale, la situation économique, et puis les perspectives globales d'avenir. Les craintes vis-à-vis de la scolarité, du parcours académique sont aussi plus claires, des questions sur leur génération, la situation politique et sanitaire globale est aussi présente. Tout ça, c'est d'autant plus compliqué que les lieux habituels de gestion des difficultés émotionnelles à l'adolescence, ça passe par des relations sociales, par l'école, par les loisirs, par le sport, et que toutes ces activités-là, en tout cas beaucoup de ces activités-là, sont moins disponibles. Et du coup, il y a moins de lieux qui permettent de temporiser un petit peu ces angoisses-là d'avenir. C'est pour l'instant pas possible de prédire l'effet à long terme de la crise Covid sur la santé mentale des enfants. Ce qu'on sait, c'est qu'il y a un intérêt quand même important à être vigilant sur les manifestations anxieuses ou de difficultés de comportement ou émotionnel actuellement, parce qu'il y a un enjeu de pouvoir prendre en charge ces troubles au moment où ils se présentent et de ne pas attendre qu'ils se pérennisent ou qu'ils aient un impact important sur le parcours scolaire, le parcours social des enfants. C'est ça qui risquerait de constituer un risque de chronicisation des troubles. Pour identifier les signaux d'alarme d'un enfant qui irait moins bien, il faut toujours dire aux parents que ce sont les meilleurs experts de leurs propres enfants. C'est-à-dire que identifier un changement de comportement, identifier un enfant qui aurait du mal à aller se coucher, qui aurait du mal à manger, dont les notes chutent alors que ce ne sont pas dans ses habitudes, ça doit constituer des signaux d'alarme et ça doit donner lieu à une conversation en famille, d'essayer d'aller chercher des informations, d'essayer de lui demander comment il va, d'essayer de lui demander qu'est-ce qu'il ressent dans cette période-là. Donc des changements dans le comportement, un repli, plus d'agitation, des difficultés de sommeil, des difficultés avec l'appétit, des difficultés dans l'intégration scolaire ou plus de conflits d'habitude, ce sont des signaux qui peuvent constituer des alarmes vis-à-vis de la santé mentale de vos enfants. La première chose, c'est de contrôler un petit peu le type d'information qu'ils reçoivent sur la crise sanitaire. Alors l'idée n'est pas du tout de les empêcher d'avoir de l'information et de vouloir les protéger absolument des événements, parce que quand on a une situation comme la crise du Covid qui touche absolument tout le monde, qui dure depuis plus d'1 an, tous les enfants sont au courant de ce qui se passe. Ils en parlent à l'école, ils en parlent avec leurs camarades, ils en entendent parler à la télévision. En tant que parent, ce qui peut être intéressant, c'est de plutôt faire office de filtre entre l'information générale et son enfant. C'est-à-dire de pouvoir reprendre les informations, les réexpliquer avec son enfant, à son niveau de compréhension spécifique, de choisir des temps dédiés dans la journée pour parler de ces sujets-là, typiquement pas avant de se coucher ou pas au repas du soir, pas dans des moments qui sont plutôt agréables. Puis évidemment, essayer de les protéger au maximum des sources d'information en continu ou des sources d'information liées au Covid qui ne seraient pas de l'information validée scientifiquement. C'est important aussi de les remettre dans une forme de régularité, d'avoir un cadre de vie qui soit le plus équilibré possible, avec des activités physiques très régulières, parce que l'impact de la sédentarité dans le mal-être émotionnel, il est très important, de pouvoir avoir une activité physique régulière, de maintenir des liens sociaux en respectant les gestes barrières, c'est aussi très important pour le développement affectif de l'enfant, de pouvoir redonner des objectifs réguliers à ces enfants, de pouvoir leur permettre de se projeter à court terme dans des activités, dans des projets de famille, dans des choses qui peuvent les stimuler. C'est important pour les remettre dans une temporalité qui soit compréhensible pour eux. Si on se projette en permanence sur à la fin de la crise Covid ou dans les prochaines vacances, le temps risque de paraître un petit peu long et de rendre la perspective un peu difficile pour les enfants.
Identifier des moments de bascule, des moments qui justifieraient d'aller consulter, c'est pas toujours évident. Là encore, vous devez vous faire confiance, mais si votre enfant exprime des idées suicidaires, si votre enfant ne se nourrit plus, si votre enfant n'arrive plus du tout à fréquenter l'école depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines, c'est un point où vous pouvez aller consulter votre pédiatre traitant. Et bien sûr, dans le cas d'idées suicidaires, vous pouvez aller aux urgences pédiatriques les plus proches de chez vous.